Salut Clément, Salut Christian. tu m'entends? Ouais, super. Super, ok. Je crois qu'il est quasiment l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes et puis on va démarrer. On a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Un gros webinaire sur le marketing automation. Ça fait longtemps. C'est une thématique qui nous est chère, hein, chez Marketing. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et on voulait refaire un webinaire parce que c'est un vrai sujet d'actualité. En 2021, on essaie de le prendre souvent sous le spectre, bonjour à tous, bonjour, sous le spectre de la performance et de la productivité, qui sont pour nous les deux grands apports, hein, en fait, de ces outils de marketing auto. On entend pas mal parler d'HubSpot, on entend pas mal parler aussi de certaines solutions françaises, des outils comme Marketo, Eloqua, des outils aussi de l'écosystème Salesforce, qui viennent permettre à nos clients de travailler sur tous ces sujets-là. Donc, on va démarrer tranquillement, Clément. Yes. L'objectif du coup aujourd'hui, c'est de rebalayer tout ça, si vous êtes équipé, si vous n'êtes pas équipé, de vous donner quelques clés pour comprendre l'intérêt que ça a. Donc moi je suis Christian Neff, je suis fondateur de Marketive, ça fait à peu près 8 ans que je fais ce métier-là aujourd'hui. Et j'ai vécu l'arrivée du marketing automation en France, c'était en 2012-2013 par là, qui est aujourd'hui un sujet maintenant qu'on voit dans la plupart des entreprises. Et je suis accompagné aujourd'hui avec Clément, qui est un consultant. Et tu veux dire un mot, Clément? Yes, effectivement, consultant sales et marketing. Donc, j'ai rejoint Marketing il y a 2 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, j'accompagne des clients sur différentes typologies de projets, que ce soit du market auto, évidemment, sujet du jour, du sales, du growth, différentes typologies de méthodos, etc. Ok, merci. Et juste un petit mot pour Marketing, on va aller assez rapidement le temps que les participants nous rejoignent. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui est prévu aujourd'hui. On existe depuis 8 ans, on est une quarantaine de personnes, on a accompagné 250 clients, on va sur de 300 clients en ce moment. On est un des gros partenaires HubSpot. Alors HubSpot, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un outil, historiquement un outil qui permettait de faire de l'inbound, du marketing auto. Maintenant, c'est du CRM, c'est du CMS, c'est du service client, c'est plein de choses. Et on l'utilise à côté de certains autres outils. On fait partie des plus gros intégrateurs au monde d'HubSpot. Et on a créé une approche aujourd'hui qui est l'approche Rebelle, qui est importante, très chère à notre cœur. Et Rebelle qui tient pour Resolve, Build, Execute et Learn. Et c'est finalement toutes les actions qui vont être liées à la transformation digitale du marketing et des ventes, que ce soit du consulting, que ce soit la mise en place de solutions de marketing automation, et ça va être le sujet du jour, mais aussi de CRM et de website. Et on verra en quoi ces outils-là aujourd'hui ont des accointances. Le CRM, le website, le marketing automation, c'est souvent de plus en plus des projets qui vont être assez communs. Et puis on accompagne aussi nos clients sur des actions, ce qu'on appelle de l'exécute. C'est plutôt du métier agence, et sur lequel travaille pas mal Clément, Ouais. à savoir du gros, à savoir de l'accompagnement marketing, à savoir de l'accompagnement CRM. Et puis, on en parlait il y a quelques semaines dans notre dernier webinaire sur les grandes tendances aussi, sur des actions de formation client, parce qu'on est sur des outils qui ont l'avantage d'être de plus en plus simples à utiliser, de plus en plus simples être mis dans les mains des marketeurs. Donc, on essaye aussi de former nos clients à ce qu'ils puissent utiliser ces outils de CRM, ces outils de market auto, ces websites, et être le plus autonome possible pour entrer dans un mode grosse, dans un mode amélioration continue. Ce qui va nous animer aujourd'hui, alors on a plusieurs thèmes dont on avait vraiment envie de parler, c'était de restaurer dans un premier temps aussi, de réexpliquer globalement ce qu'est le marketing automation, parce qu'il y a beaucoup de descriptions qui sont un petit peu simplistes, et on avait vraiment envie de repartir là-dessus, de réexpliquer ce que c'était, mais aussi ce que c'était pas. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas encore équipé, que vous puissiez vous faire une idée assez précise de ce que ça peut apporter. On parlera avec Clément ensuite de quelques use cases qui sont assez concrets par rapport à ce que peut faire le marketing automation, que ce soit sur de l'acquisition, sur de l'activation, qui sont des grands domaines, hein, en fait couverts par cette technologie-là. On va parler aussi de l'impact, pour être un peu concret sur l'impact productivité, performance que le marketing automation peut avoir. Et puis pour ouvrir, on parlera aussi globalement des outils qui existent et comment et d'avoir quelques grands axes pour les déployer de manière efficace au sein de vos organisations, et de faire en sorte que derrière, vous puissiez en tirer un maximum de bénéfices. Alors,
si on rentre directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que fait le marketing automation? Qu'est-ce que fait pas le marketing automation? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand on dit marketing automation, ils pensent email automation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je m'inscris à une newsletter, je télécharge quelque chose sur votre site et je vais recevoir un mail par semaine pendant 5-6 semaines. Typiquement, ça, c'est souvent des outils de marketing automation qui permettent de faire ça, mais c'est vraiment une fonction qui est très, très simple, c'est très, très basique, et beaucoup d'outils très, très simples, type Mailchimp, type Sendingblue, enfin des outils d'emailing purs, vont nous permettre souvent, sur la base de listes, de prévoir des emails en séquence. Donc, ça, c'est pas forcément la définition à proprement parler du marketing automation. On va parler de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus global, et de beaucoup plus structurant et impactant pour l'entreprise. Si je prends l'exemple en fait d'un outil, ça c'est le Hub Marketing, c'est la solution de marketing automation d'HubSpot, mais ça pourrait être une autre solution. On va retrouver en fait dans ces outils-là tout un tas de fonctionnalités. Les plus courantes en fait sont les outils d'emailing évidemment, mais aussi ce qu'on appelle les pages de destination, landing page. On va aussi retrouver les formulaires, on va aussi retrouver potentiellement des call to action et on va retrouver des moteurs de création de scénarios pour engager de l'email, pour créer de la tâche, pour moduler, ou en tout cas avoir un impact sur de la data. Et on va aussi avoir tout un tas d'outils d'analytics qui vont aussi venir enrichir ces outils-là. Et cela, quel que soit finalement le fournisseur de la solution en question. Donc le marketing automation, c'est de l'automatisation, mais souvent par excès du coup ensuite et de proche à proche, finalement, c'est tout un tas de fonctionnalités aujourd'hui qui vont fonctionner autour de ça, et chaque éditeur a ses particularités et ses spécialités. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que par rapport à un outil de Mailchimp, par exemple, ou un outil de ce type-là qui va envoyer du mail en séquence, on va avoir dans les outils de marketing automation vraiment des fonctionnalités de database. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, on va pouvoir modéliser à l'intérieur d'un Marketo, à l'intérieur d'un HubSpot, finalement des fiches contacts, donc des noms, des prénoms, des emails, mais des informations qui sont relatives au segment, c'est-à-dire c'est quoi comme type de personne, c'est quoi comme type d'entreprise, c'est quoi comme taille d'entreprise, comme secteur d'activité, c'est quoi la problématique de la personne, c'est quoi son scoring, est-ce qu'elle est actuellement dans une opportunité avec quelqu'un, cette opportunité concerne tel type de produit, etc., etc. Donc en fait, toute cette data-là va être complètement centralisée dans l'outil. Alors, elle peut être dans un CRM ailleurs et synchronisée avec le marketing automation, mais c'est vraiment, je pense, un point qui est important à souligner et qui est super différenciant, c'est qu'on a la donnée et maintenant, on va avoir des outils autour de ça pour l'activer. Donc, à savoir lui envoyer de l'email, effectivement, mais tout un tas d'autres choses aussi. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir du marketing automation, c'est une base de données augmentée qui centralise, qui enrichit et qui nous permet d'actionner les choses. Et donc, ça va nous permettre aussi, donc je vous montrais tout à l'heure des petits scénarios très simples de je suis en contact et je reçois 3 mails de suite, mais on peut faire des choses beaucoup plus élaborées que ça, et c'est pour ça qu'on a souvent un amalgame marketing automation, lead generation. On peut faire plein de marketing automation et le faire très bien sans faire de la lead gen, en engageant par exemple des segments, en créant des tâches, en créant de la feed, en créant de la satisfaction, en créant automatiquement des rapports, etc., etc. Et donc là, vous avez 2-3 exemples de scénarios qui sont un peu plus simples. On va engager par exemple un ticket. Donc on va avoir un ticket effectivement de service client qui est créé à un certain moment, où on va venir par une règle automatique ou un workflow en fait, donc un flux de travail, changer le statut du ticket et derrière changer la personne qui est propriétaire de ce ticket. Donc là, on ne vient pas envoyer un email, on vient changer une information par rapport à un objet qui est directement dans la base de données. Et de la même manière, on peut avoir par exemple un contact qui appartient à quelqu'un, où on va pouvoir le changer de propriétaire pour une raison X ou Y, parce que la personne est en vacances par exemple. Et on va pouvoir créer une tâche au sens CRM du terme, donc une tâche qui va pouvoir être répercutée par exemple dans Salesforce ou dans HubSpot CRM, pour qu'un commercial puisse traiter le contact dans les meilleurs délais. Donc là, on n'est pas sur de l'email automation, mais on est vraiment sur des actions qui sont sales/service/marketing et qui vont nous permettre en fait de créer une expérience, et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de venir finalement, et c'est là où on va nous
beaucoup parlé aujourd'hui de cette vision un peu en triptyque, hein, website, CRM et marketing automation. Donc avec le marketing automation finalement au centre, connecté au site internet pour venir à un moment récupérer les leads qui pourraient venir par ce biais-là, connecté au CRM à un moment pour pouvoir envoyer les leads vers le CRM, mais aussi pouvoir engager de manière personnalisée, automatisée, tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue business, hein, tous ces contacts qui sont dans des opportunités, ces contacts qui ont été prospectés, à qui on veut envoyer des mails, à qui on veut appliquer un scoring, sur lesquels on veut créer des tâches. Et ça va nous permettre, le market auto, finalement, de façonner l'expérience. Avec de la segmentation, de l'automatisation, des rapports et toutes ces petites fonctionnalités dont on parlait un peu plus tôt, hein, au-delà de la landing page et l'email, pour venir vraiment créer quelque chose de performant, une bonne expérience pour vos prospects, une bonne expérience pour vos clients, et puis aussi une expérience qualitative pour l'interne, hein, à savoir les marketeurs qui manipulent au quotidien ces outils, et aussi les sales qui ont vocation à pouvoir closer un maximum de business, parce qu'on est quand même aussi là pour ça. Le marketing automation, c'est pas seulement pour se faire plaisir, hein, c'est aussi un outil qui est au service de la réussite commerciale. Alors, Clément, là, du Yes. coup, on va parler de quelques use cases du coup, sur la Ouais. partie marketing automation. Je te laisse du coup Ouais, nous introduire. on a sélectionné quelques use cases du coup avec Christian ce matin pour vous expliquer avec des cas d'usage concrets comment le market automation peut vous simplifier la vie, peut accroître vos performances et peut vous permettre de dynamiser toutes ces actions-là. Simple parenthèse avant, pour rentrer dans le détail, c'est les deux frameworks qui est important peut-être de remettre en avant pour contextualiser nos use cases qui arrivent juste derrière. C'est ces deux frameworks, en fait, donc c'est la buyer journey côté droit et le modèle pirate côté gauche, qui permettent, en fait, l'un est aussi un échantillon de l'autre, c'est-à-dire que la buyer journey est une représentation des deux premières étapes du modèle pirate, mais qui permettent vraiment de se rendre compte le funnel de conversion qu'on va suivre et qu'on va essayer d'utiliser tout au long de nos actions, pilotées par le marketing automation, mais pas que, et surtout pilotées par une équipe marketing, mais pas que, avec possiblement du support client, du sales automation, tout ce genre de choses qui, en fait, font vraiment ce que tu disais, Christian, une base de données augmentée et partagée. Et on parlait de segmentation un peu plus tôt, hein, donc le secteur d'activité, le cas d'usage, le rôle de la personne, la taille de l'entreprise, finalement, ce sont des segments généralement assez habituellement utilisés. On a aussi finalement un autre axe qui est finalement la maturité, le statut prospect. Est-ce que je suis un lead? Est-ce que je suis un MQL? Est-ce que je suis un SQL? Est-ce que je suis une opportunité? Et finalement, en mixant les deux, on arrive finalement à mettre nos contacts dans des cases et se dire, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on va les adresser de la manière la plus efficace possible. Ouais, le premier use case, donc qui va concerner les landing pages ou pages de conversion, c'est l'étape 1 du funnel si on fait le comparo. L'idée, c'est de dynamiser vos points de conversion. Donc, avec des outils de market auto, la possibilité et la fonctionnalité première, ça va être de modifier tout ça, pouvoir itérer, pouvoir tester, pouvoir segmenter ces données. Ça peut passer par de l'A/B test, que ce soit sur des H1, des titles, des pages, des points de conversion, des CTA. L'idée première de cette feature du marketing automation, ça va être de mesurer des choses, d'optimiser au fil de l'eau un taux de conversion en essayant de le faire augmenter, évidemment, et puis ensuite de répliquer, d'utiliser ces bonnes pratiques ou ces éléments qui auront marché ou qui auront porté leurs fruits sur d'autres pages pour ainsi avoir une logique de scalabilité et d'augmentation. Ce qui, pour les gens qui nous écoutent, peut parfois, la vraie différence avec finalement pas avoir de marketing automation, c'est finalement d'avoir par exemple un WordPress avec des Gravity Forms dessus qui sont des choses un peu rigides où il faut parfois coder un petit peu de HTML, etc. pour les intégrer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à manipuler. Par exemple, rajouter un champ, enlever un champ, faire une variante, faire un A/B test, toutes ces choses-là, et puis derrière avoir des contacts qui vont arriver dans une base de données avec un traitement qui va s'automatiser derrière. Tout ça, c'est très manuel, c'est souvent des listes qui sont un peu des cul-de-sac, il faut faire des imports. On a du coup beaucoup finalement de bricolage pour créer de la landing page, l'adapter et puis surtout l'améliorer en continu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être un peu intégré, automatique finalement dans la vision des landing pages telles qu'aujourd'hui le marketing automation les pousse.
C'est ça. Et en capitalisant du coup sur des features comme l'A/B testing, ce que tu disais, les cartes de chaleur qui peuvent être aussi super pertinentes pour mesurer tout ça, l'analytics et la possibilité de dynamiser tout ça. Le cas d'usage suivant, donc, ça va être plutôt sur une partie découverte slash considération. Une fois qu'on a amélioré nos points de contact, qu'on arrive à les traquer avec un outil de market auto, comment on va les analyser, les mesurer pour savoir s'ils sont pertinents et du coup, si on peut par conséquent les optimiser. Donc là, on parle possiblement de CTA, on parle possiblement de formulaire, on parle aussi possiblement de chatbots ou de pop-up form. En fait, tous les éléments, tous les points de conversion qui vont être utiles pour en fait transformer cette base de prospects en base de contacts. Et là, l'idée, ça va être bénéficier d'une solution de marketing automation pour pouvoir personnaliser tout ça, pour le mesurer, comme je le disais, et aussi vous assurer de récolter les bonnes infos au bon moment. Et parce que le marketing automation, c'est automatisé. Alors que c'est souvent quand les gens viennent nous voir, ils veulent automatiser, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses manuelles. Hein. Alors on veut automatiser l'envoi d'un mail, on veut automatiser l'attribution, on veut automatiser, etc., etc., tout un tas de choses. Mais en fait, il y a souvent un problème en amont qui est la qualité de la donnée. C'est-à-dire qu'à un moment, quels sont les segments qui sont disponibles, comment est-ce que tous les utilisateurs, que ce soit les sales qui vont remplir le CRM, font en sorte qu'on ait la donnée qui soit efficace. Et une fois qu'on a toute cette donnée-là, finalement, qui est bien qualifiée, les bons personas, les bons secteurs d'activité, les bons rôles, les bons cas d'usage. Et ensuite, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire de toute cette information-là, quoi. Donc, il y a plusieurs étapes, finalement, qui sont importantes pour qu'on puisse utiliser au mieux toutes ces fonctionnalités-là et se mettre dans une position avec la data correctement basée, correctement enrichie, et puis derrière qu'on puisse se mettre enfin au travail, parce qu'en tant que marketeur, notre travail, finalement, il commence là. Ouais. Et la donnée, justement, ça va être vraiment l'élément super important de cette logique-là, puisque le use case qu'on a choisi de vous présenter juste après, c'est une logique de scoring ou de grading qui repose donc bien évidemment sur une donnée propre de qualité pour identifier les prospects chauds des prospects froids et donc mettre en place ces règles automatiques pour vérifier la pertinence de vos leads générés. Alors, sans rentrer dans trop de détails de comment on met en place une stratégie scoring, etc., l'idée première de ce use case, c'est de vous expliquer les gains, donc les gains de mettre en place ce genre de use case pour automatiser les actions, prioriser et ne pas perdre de temps. C'est important en termes de productivité, voilà, de ne pas passer du temps avec des leads froids ou pas matures, mais justement d'aller sur les leads qui sont directement potentiellement intéressants pour vous et avoir aussi une logique de transmission. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Christian, c'est notifier, alerter, changer un contact owner notamment pour transmettre le lead au bon moment avec des sales qui ont de l'info et de l'info qu'ils peuvent surtout exploiter. Et là, effectivement, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi le faire généralement en temps réel, hein, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement, alors on met là-dedans les clics dans les emails, les visites sur le site, la participation à des événements, l'inscription à des webinars, etc., etc. Donc, on peut avoir cette information-là en temps réel et derrière utiliser deux paramètres. Il y a un paramètre généralement intensité, puis il y a un paramètre aussi, est-ce que cette interaction est récente? Parce qu'à un moment, quelqu'un qui a téléchargé 5 documents il y a 2 ans, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui a téléchargé 2 documents cette semaine. Et en fait, il y a ce côté aussi, est-ce que l'interaction et le comportement actif de la personne est récent, qui est tout aussi important pour moi que l'intensité généralement. Et puis après, on a le côté démographique qui est plutôt est-ce que le contact finalement est un bon fit par rapport à ce qu'on essaie de vendre. C'est-à-dire est-ce qu'il va être dans le bon secteur d'activité, est-ce qu'il a le bon rôle, est-ce que c'est la bonne taille d'entreprise, parce que c'est plus intéressant de discuter à un décideur qui est venu à un webinar qu'à un stagiaire concurrent qui a téléchargé tout votre site. Donc c'est là aussi où à un moment ces notions-là, souvent on nous demande des frameworks qui sont prêts à être utilisés sur du scoring. C'est pas forcément facile à faire et c'est pas forcément réaliste parce que toutes les entreprises sont différentes, elles ont des facilités différentes sur certains segments où c'est plus adapté que d'autres. Et c'est du coup pas forcément simple de donner une règle générale, mais on va plutôt être sur des choses un peu plus spécifiques. Je crois qu'on a une question qui nous est posée. C'est le marketing automation, est-ce qu'il est adapté pour toutes les entreprises, PME versus grandes entreprises, marché de niche versus marché public? Alors nous, on a chez Marketive
des clients de tous ces secteurs-là. On va avoir des petites entreprises, des grandes entreprises, des PME et des acteurs aussi du public. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règle particulièrement, je dirais, qui va dire est-ce que c'est fait pour moi. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir une certaine maturité dans son business model parce que automatiser quelque chose où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Donc, à un moment, c'est d'avoir quand même des bases de données qui sont existantes, d'avoir au moins quelques milliers de contacts parce qu'automatiser sur 5 personnes, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, il faut quand même avoir une certaine taille pour pouvoir avoir des contacts à engager et qui est quand même… parce que vous fassiez votre email, votre landing page, votre scénario pour 5 personnes ou pour 500 personnes, c'est le même travail. Donc, à un moment, plus on a de contacts, plus ça va être facile aussi d'amortir toutes ces stratégies-là. Mais après, au-delà de ça, à partir du moment où on connaît nos bases de données, on connaît nos contacts, on sait ce qu'on veut leur dire, bah, finalement, il n'y a plus trop de limites. On peut être tout à fait, éligible et appétent à ce type de… Il y a une question sur le cookie tracking, on la reprendra à la fin parce que c'est un vrai sujet en ce moment d'actualité. On en parlait ce matin aussi avec Julie et je la garde pour la fin, celle-ci. Je te laisse avancer, Clément. Yes, on va avancer pour la gestion du temps. Donc sur le use case suivant qu'on a choisi de vous présenter, ça va être quelque chose qui va continuer dans ce process de funnel. Donc on a vu le scoring, la priorisation des prospects avec le plus de potentiel. Là, on va parler d'activation et la logique de segmenter. C'est vraiment un des maîtres mots, je pense, si vous devez en retenir une info, c'est que le marketing automation, ok, mais le marketing automation ne doit pas être identique pour tous vos prospects. Il faut vraiment essayer de segmenter votre approche, donc que ce soit des leads froids, des leads chauds, que ce soit des timelines, que ce soit des besoins exprimés, que ce soit des challenges auxquels vos clients vous demandent de répondre. Il faut vraiment personnaliser votre approche pour que ça reste pertinent et pour que ça reste en cohérence. C'est pas parce qu'on utilise un outil de marketing automation qu'on doit faire du mass mailing. C'est justement parce qu'on utilise un outil de marketing automation qu'on est capable d'identifier plusieurs besoins et d'y répondre. Donc ça, c'est un exemple de modélisation qu'on pourrait avoir. L'idée première, ça va être d'arbitrer et de mettre en face des éléments de réponse. Donc en diffusant intelligemment vos contenus, que ce soit du contenu web ou du contenu one-to-one, et d'en fait de personnaliser tous ces points de contact pour avoir une communication qui soit pertinente avec vos prospects, avec vos contacts, et que ça puisse durer dans le temps. Point d'attention ici, c'est que en fait, la segmentation, c'est le nerf de la guerre de l'automatisation, hein. Automatiser, c'est un segment, une action, et potentiellement plusieurs actions et plusieurs segments. Il va falloir être malin quand même sur la manière dont on pense ce modèle de segmentation, parce qu'on parlait de rôle, on parlait de secteur, on parlait de taille d'entreprise, on parlait d'appétence, on parlait de comportement, on parlait de scoring. En fait, on peut utiliser tout ça, mais au bout d'un moment, on ne peut pas traiter toutes les combinaisons non plus. Donc, il va falloir faire des arbitrages, il va falloir faire des choix. Et c'est là aussi où à un moment, il va falloir se poser quand même et faire ça sur le papier, parce que si l'outil permet de tout faire, à un moment, on ne peut pas faire des livres blancs pour 80 segments différents. Donc, il va falloir à un moment choisir comment on priorise, qu'est-ce qu'on retient comme segment et quel level de personnalisation aussi on veut adopter pour que tout ça ce soit le plus efficace possible. Je prends la suite sur la partie d'activation qui continue, donc cette logique aussi d'attribution. Très brièvement, l'idée, c'est que votre funnel de conversion vous a avancé jusqu'au moment où vous avez un prospect qui a un projet, qui a un potentiel de closer avec vous ou qui est en phase avancée de discussion. Là, la force du marketing automation ou d'une plateforme comme ça va être de pouvoir établir un contact immédiat. Et quand je parle de contact, ce qu'on voulait insister avec Christian là-dessus, c'est la relation marketing-sales, super importante dans ce genre de scénario pour justement transmettre le prospect, le contact au bon moment, à la bonne personne et pouvoir bénéficier du travail préalable du marketing pour engager pertinemment, que ce soit avec des notifications automatisées, que ce soit avec de l'attribution automatisée, voire du dynamic reporting, du dashboard, etc. Dernier cas d'usage, ça va être aussi dans une logique de rétention. Donc là, c'est quelque chose qu'on a un peu moins l'habitude de voir quand on parle marketing automation chez nos clients, mais pourtant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. L'idée de pouvoir aussi soutenir vos actions sales, c'est un énorme gain de productivité. Alors, comment ça se met en place? Ça peut se mettre en place très simplement, peut-être en automatisant déjà certains ou certains autres éléments de points de conversion, comme l'envoi d'un NPS.
C'est quelque chose qu'on voit sur des plateformes de marketing automation type HubSpot. C'est quelque chose qui prend pas forcément beaucoup de temps à mettre en place et qui assure vraiment un gain de temps, qui assure aussi à un moment donné de la réassurance client, de la fidélisation client et qui peut traduire des opportunités d'upsell, de cross-sell vraiment intéressantes là-dessus. Et c'est aussi du coup cette vision-là finalement élargie du parcours client. Hein. C'est pas générer un lead, lui envoyer un mail et le traiter commercialement. On voit les choses qui sont linéaires et puis ça marche pas. Et si jamais ça marche pas, on arrête tout. L'idée c'est d'avoir une vision quand même cyclique et l'intérêt du coup d'avoir cette base de données avec des opportunités qui sont historisées et qui nous permettent d'avoir des triggers et des segments et qui nous permettent derrière de déployer tout un tas d'actions et d'avancer dans ce sens-là. Donc c'est aussi d'avoir une vision finalement du parcours client dans son ensemble. Et pas finalement juste une liste de contacts prospects où on attend, on les adresse avec des emails et puis on les appelle jusqu'à qu'ils soient clients. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une vision qui est beaucoup plus large que ça. Et on vient parler de satisfaction, on vient parler d'opportunités, on vient parler de tout un tas d'actions qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que toute cette automatisation, dans tous les sens du terme, soit au service de l'activité, de la prod et du business au sens large. En résumant, du coup, ces impacts-là, productivité et performance pour les équipes, donc les gros points aujourd'hui qui font généralement basculer pour nous nos interlocuteurs du côté où tiens, ça fait sens de s'équiper en marketing automation et aussi pour reprendre la question que vous posiez un peu plus tôt, c'est vraiment qu'il y a une notion de gain de temps qui est énorme. Parce que pas utiliser du marketing automation aujourd'hui et faire du marketing moderne digital, c'est utiliser plein de choses différentes. C'est utiliser un outil, c'est utiliser un CMS, c'est utiliser un outil d'emailing, c'est utiliser un outil de diffusion sur les réseaux sociaux, c'est utiliser un outil de tracking, c'est utiliser et autant de temps finalement passer dans tous ces outils-là et aller de l'un à l'autre et créer derrière une nouvelle page sur son WordPress et remettre un formulaire en HTML dessus. Tout ça, ça prend pas mal de temps. Et donc, on a besoin finalement aujourd'hui d'avoir un outil qui nous permet de gagner du temps là-dessus. Et mis bout à bout avec plusieurs pays, plusieurs marketeurs, etc., les gains de temps, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'on peut espérer là. Les exemples qu'on a souvent, c'est créer une nouvelle landing page à partir d'un format existant pour faire de l'AdWords. Ouais. C'est quelque chose que vous faites en un quart d'heure. Je pense que Clément, toi, tu es bien placé pour le savoir, tu en fais tous les jours. Ouais. Pareil, si vous faites un webinar et vous en faites un par semaine, ce qui est le cas de certains de nos clients, vous reprenez toute la dynamique de l'invitation, de la relance, de la confirmation et vous dupliquez en fait tout le dispositif pour derrière changer le titre, le thème, l'intervenant, l'invitation et puis derrière en une demi-heure vous avez remis sur pied toute la logistique de votre prochain webinar. Ce qui, dans une logique un peu moins automatisée, est finalement assez lourd et prend pas mal de temps. Pareil, si vous voulez dupliquer un scénario et le personnaliser pour un autre persona ou un autre secteur d'activité, si vous avez un nouveau livre blanc et que vous voulez le diffuser, créer une landing page, créer un email de follow-up, derrière pousser ça sur LinkedIn et le rajouter sur 2-3 articles de blog avec un call to action, c'est l'affaire d'une demi-heure. Donc, on est vraiment sur un sujet d'hyper-productivité et avec aussi la possibilité, et ce qui est souvent l'enfer quand on est marketeur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il arrive à mes leads. Alors, on envoie des leads aux commerciaux, on leur envoie des emails en temps réel ou on leur envoie un Excel, un CSV une fois par semaine avec tous les nouveaux contacts qu'on a générés. Ça dépend un peu de la culture, la cinétique, etc. et les moyens de communication qu'on a. Aujourd'hui, on a un lead qui va directement potentiellement être injecté dans le CRM avec le bon message, avec le bon statut, à la bonne personne. Et on va avoir le retour de est-ce qu'il y a une opportunité qui a été créée dessus. Et tout ça, on aura un joli tableau de bord qui nous dit ça en temps réel et sans effort. Et ça, c'est quand même super intéressant pour savoir nos leads, qu'est-ce qu'ils valent, est-ce que finalement tout ce qu'on fait a du sens et comment je peux aussi améliorer ce que je fais. Et puis, il y a un temps aussi aujourd'hui qui est considérable. Quand moi, je suis marketeur, je dois à un moment reporter de mes actions. Et combien j'ai eu de trafic, combien j'ai eu de leads, combien de ces leads sont qualifiés, combien de ces leads ont été appelés. Et globalement, on commence à me demander de plus en plus combien ça rapporte finalement tout ça. Et aujourd'hui, quand on a un outil de marketing automation qui est adossé à un CRM, tous ces rapports-là, toutes ces informations-là sont concaténées en temps réel. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des tableaux de bord tout faits, tout prêts, qui vont m'être envoyés par exemple toutes les semaines ou tous les débuts de mois de manière automatique. Et donc, toutes ces actions, en fait, et là, c'est juste finalement un peu la partie émergée de l'iceberg, mais toutes ces actions-là, en fait, mises bout à bout,
et sur une équipe de 4-5 personnes vont tout de suite avoir comme impact de vraiment drastiquement améliorer la performance de cette équipe-là. Et donc, comme je le disais, hein, ça vient illustrer le fait que le marketing automation, ça englobe. Donc, on a notre fameux couple, hein, marketing automation plus CRM. Et dedans, on va avoir. Alors, le marketing automation ne fait pas forcément tout. Hein, c'est-à-dire qu'on va toujours vouloir rajouter des petites fonctionnalités un peu spécifiques comme du Hotjar, des outils. Par exemple, on va vouloir interfacer ça avec Slack. On va vouloir adosser certaines régies qui vont nous permettre de faire de l'IP détection des entreprises qui visitent notre site et venir injecter l'entreprise pour faire de l'ABM dans notre outil de marketing automation. Donc, il y aura toujours des applications tierces qu'on va venir faire connecter là-dessus. Mais l'objectif, c'est que sur des actions qui sont vraiment des actions ou des fonctionnalités must-have, type landing page, emailing, automatisation, diffusion social media, vraiment finalement le gros tronc commun et le quotidien finalement de l'action marketing, l'objectif, c'est que vos marketeurs, ils passent finalement 80% de leur vie, j'ai envie de dire, dans cet outil de marketing automation pour regarder ce qui se passe, pour mettre en place des actions, pour faire des rapports et pour améliorer en continu tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment aussi un shift en termes de quotidien, de se retrouver dans un outil avec toute son équipe et tout ça qui devient très scalable, sans forcément avoir besoin aussi de compétences techniques au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas coder de A à Z du matin au soir. On a moins besoin de développeurs, on a moins besoin de designers parce qu'on va réutiliser tout un tas de briques qui ont été implémentées une fois pour toutes. Et si je me place aussi finalement dans le prolongement de cette expérience marketeur, il y a finalement aussi tout un tas de conséquences pour le commerce. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont une vision du marketing au service des ventes. Nous, c'est vrai qu'on pense que c'est maintenant de plus en plus quelque chose qui est en train de s'équilibrer, hein, le marketing et les ventes ensemble, plutôt que le marketing au service des ventes. Après, c'est de la sémantique. Mais on essaie en tout cas d'aller dans cette direction-là et d'accompagner ce mouvement. Et finalement, le marketing automation va avoir plein d'impacts qui sont très directement des bénéfices qu'on va pouvoir donner aux sales, à savoir identifier les leads grâce au scoring. C'est quelque chose aujourd'hui qu'une fois qu'on a construit notre modèle de scoring, le score va être poussé dans le CRM et va permettre au commercial de prioriser par exemple ses leads. Donc ça va se faire en temps réel. Il va être capable automatiquement d'avoir par exemple une tâche sur une opportunité qui n'a pas été suivie, relancée depuis 15 jours. Par exemple, il va y avoir automatiquement une tâche qui va lui permettre de suivre ces opportunités en cours. Si vous avez un lead qui a visité votre site, assisté à un webinar, téléchargé un doc, on peut automatiquement lui faire remonter toutes ces informations-là dans le CRM pour contextualiser aussi l'approche commerciale qu'il va faire. Il y a un point qui est aussi super important, je trouve aujourd'hui, c'est cette notion d'instantanéité. Au moment où je génère un lead sur mon site, ce lead-là, il va directement aller dans le CRM, directement être attribué à la bonne personne, directement créer une tâche et potentiellement être rappelé dans l'espace de quelques minutes. Et on sait à quel point ces premières minutes, elles sont toujours décisives parce que quand moi, je suis un prospect, je vais faire mon marché, je vais aller trouver 3-4 prestataires, je fais boum, 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 j'envoie 4 mails et les premiers qui me contactent, généralement, c'est ceux qui vont gagner le projet parce que je n'ai pas envie, moi, de rentrer dans un cycle de vente avec 4-5 prestataires différents et je vais peut-être en retenir 2 et puis les 2 premiers, c'est généralement eux qui vont sûrement avoir de grandes chances de remporter l'affaire. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de gagner du temps et de mettre un peu les commerciaux aussi dans votre poche en tant que marketeur, en leur donnant finalement de la valeur, des leads en temps réel, le contexte, du scoring, des outils de productivité. Et il y a aussi un cas qui est assez intéressant, c'est que moi, par exemple, je suis commercial et je parle à un contact qui n'est pas encore complètement prêt. Je suis bien placé pour savoir, tiens, lui, voilà l'histoire marketing qu'il va falloir lui raconter peut-être pendant les 3 prochains mois et je vais décider de l'enrôler dans un scénario pour ce type d'entreprise et qui va durer 6 mois. Et au bout des 6 mois, automatiquement, j'aurai une tâche qui me dit, tiens, c'est peut-être le moment de les rappeler pour voir s'ils ont avancé dans leur décision. Donc ça, c'est quelques exemples, mais ça vous donne une idée et sur une équipe de 10-20 commerciaux et sur une équipe de 3-4 marketeurs, de l'impact en fait qu'un système comme celui-là aujourd'hui peut avoir. Et puis en termes de business, évidemment, il y a plein de conséquences. Alors on pourrait en parler toute la journée, mais c'est d'augmenter de manière assez rapide quand même
On en parlait un peu plus tôt dans les cas d'usage de comment j'améliore finalement la conversion de mes formulaires et de mes landing pages. Mais c'est de potentiellement adosser à mes formulaires des outils de data enrichment. Donc en diminuant par exemple le nombre d'échanges, je vais demander l'email, le nom de l'entreprise et peut-être le prénom de la personne. Et je vais utiliser de la data third party, donc de la data tierce, pour venir enrichir ces formulaires, enfin la base de données, sans demander 15 questions à ces différentes personnes-là. Ça, c'est une action qu'on peut mettre en place. Grâce au marketing automation et au fait qu'il y ait de la base de données derrière, on va être capable de faire ce genre de choses-là. Et quand vous avez des gros volumes, des plus 20% par-ci et des plus 20% par-là, à la fin du mois et à la fin de l'année, ça fait des grosses différences. Pareil sur l'automatisation qu'on peut avoir dans la notion de... On a de plus en plus de clients aujourd'hui qui vont automatiser le BizDev. Ils vont utiliser des solutions comme Lemlist, ils vont utiliser des solutions comme Zapier, ils vont utiliser du marketing automation aussi. Et comment derrière, on va venir finalement à un moment construire une machine. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque entreprise doit construire à un moment sa stack avec un peu de sales automation, un peu de marketing automation, un peu d'ABM, un peu d'IP tracking sur les bons segments avec le bon message. Donc ça se construit, ça prend un certain temps. Mais une fois qu'on a finalement les bases et les premières briques de ça, on va se mettre dans une position où on va pouvoir améliorer en continu ce qu'on fait. Certaines solutions ont des impacts court terme, certaines solutions ont des impacts long terme. L'avantage du marketing automation, c'est qu'on a toute la data qui est là et on a tout ce qu'il faut pour demain se mettre dans une position où on va être en mesure de l'améliorer en continu. Et puis un exemple aussi que moi j'aime bien citer, c'est qu'on prend des grandes maisons qui aujourd'hui font du beau marketing. C'est par exemple comme Solocal. Ils ont des très très gros volumes de leads, des très très gros budgets d'acquisition et ils vont à un moment se dire tiens, comment on peut aller plus loin, comment on peut améliorer en continu, comment on peut utiliser le gros et aller chercher des 5%, des 10%, des 15% sur toutes les étapes du funnel R tel qu'on l'a présenté en haut avec un champ de moins sur les formulaires, avec un email de plus pour intercaler un moment avant l'appel du commercial, avec une tâche automatique derrière pour assurer le suivi, avec un NPS après chaque intervention commerciale, etc., etc. Toutes ces choses-là mis bout à bout, en fait, derrière, c'est vraiment une expérience prospect client qui est super personnalisée, qui va avoir vraiment des gros impacts business et puis à la fin des fins, soit des grandes économies de ressources et puis soit des grands gains de performance, comme on en parlait un peu plus tôt. Et pour finir, parce que je crois que le temps tourne et on pourrait parler assez longtemps de tout ça. On a eu une question là-dessus justement sur l'outil. Ouais, je les avais exprès gardés de côté parce que je crois certainement on en parlera là. Le marketing automation, c'est toute une famille d'outils. Il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui que vous avez sûrement déjà entendu parler. Elles ont globalement les mêmes fonctionnalités. Donc, ce qu'on va retrouver généralement en cœur de moteur sur ces outils-là, c'est la capacité à envoyer du mail, ce qu'on appelle la capture de lead. Donc là, on a landing page généralement et formulaire, ça tout le monde le fait. On a workflow, donc ça c'est le moteur même des automatisations. Workflow, c'est le mot HubSpot, mais après il y a des drip programmes ou engagement rules. On a tout un tas de verbatim différents pour parler d'automatisation. On a des outils de reporting, on a de la database et ça c'est vraiment le cœur. Donc d'avoir les contacts avec les bonnes propriétés modélisées. Donc tout ça c'est vraiment ce que tout le monde fait. Et puis après, autour de ça, chacun a ses propres interprétations de comment on va faire du scoring, comment on va gérer les ads, est-ce qu'on va proposer du SEO, est-ce qu'on va proposer quelles intégrations natives on propose, est-ce qu'il y a un environnement API qui est plus ou moins développé. Et ça va être ça, finalement, les grands points de différenciation aujourd'hui des outils du marché. On a créé un benchmark là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si ça vous intéresse de le télécharger, vous pouvez le faire sans problème. Et les questions que vous pouvez vous poser, c'est aussi, comme je le disais un peu, les fonctionnalités qui sont importantes pour vous, les fonctionnalités, les intégrations tierces que vous allez avoir par rapport au CRM que vous utilisez. Est-ce que le modèle de pricing, est-ce qu'il est au nombre d'utilisateurs, est-ce qu'il est au nombre de contacts, est-ce qu'il est adapté pour vous, est-ce que l'interface, et je pense que ça c'est un point important, est-ce qu'elle est suffisamment user-friendly effectivement pour vous. Toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les récupérer et c'est vraiment important que vous soyez aujourd'hui à l'aise avec cet outil-là parce que comme je le disais plus tôt, vous allez passer 80% de votre temps à faire de la LP, à faire du scénario, à faire de l'email, à faire de l'analytics. Donc ça, c'est super important et que derrière, la complexité finalement de votre entreprise puisse derrière être modélisée dans cet outil-là. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir effectivement mettre en place pas mal de choses.
Alors, on parlait d'HubSpot, il y a des solutions Salesforce, il y a des solutions comme Marketo, il y a aussi du Eloqua, il y a quelques petites solutions aussi françaises. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on bosse beaucoup avec HubSpot, qui est souvent très reconnu par sa facilité d'utilisation, par exemple, et aussi d'avoir des fonctionnalités, au-delà des fonctionnalités cœur dont on parlait un peu plus tôt, il y a tout un tas de fonctionnalités acquisition qui sont souvent super appréciées, comme les call to action, les rapports, le tracking automatique des sources, la partie social media, la partie bot, etc., qui évite encore une fois de devoir brancher tout un tas d'applications tierces, parce que HubSpot va faire beaucoup de choses nativement par rapport à d'autres outils qui sont certes assez robustes, mais parfois un peu plus lourds à utiliser ou qui vont demander quand même un savoir-faire technique plus fort. Et ça, c'est pas évident quand on est une boîte qui n'est pas extrêmement grande de venir finalement faire des développements spécifiques dans un outil qui est un peu lourd à maintenir. Et je terminerai en parlant rapidement de comment on met en place ce type d'outil-là. Il y a généralement 3 grandes étapes. Il y a une partie de construction finalement de cahier des charges, une partie de déploiement et une partie d'autonomisation finalement des équipes qui va être un point important pour vous en termes d'adoption. Dites-vous que c'est des projets généralement qui vont prendre entre 3 et 8 semaines selon la complexité effectivement de ce que vous voulez mettre en place, selon l'historique aussi. Si vous voulez rapatrier dedans 200 livres blancs et que vous avez 10 langues à gérer, que vous avez des très grosses équipes à motoriser, ça peut prendre plutôt de l'ordre de grandeur de 2 mois. Si effectivement vous avez quelque chose de très basique et très simple et que vous voulez démarrer vite pour envoyer des mails et automatiser quelques scénarios, on va plutôt être sur le scénario 3 semaines. Et il y a un certain nombre de questions en fait que vous devez vous poser et les plus importantes vont concerner vraiment le modèle de segmentation et le modèle de données. À savoir comment je segmente mes contacts, est-ce que j'utilise les entreprises, est-ce que j'utilise les deals, est-ce qu'on va segmenter par secteur d'activité, taille d'entreprise, cas d'usage, problématique prioritaire, tout ça à la fois, comment on va l'utiliser cette information-là. Donc on parle de cas d'usage aussi marketing. Il faut vraiment que vous soyez au clair sur le modèle de segmentation que vous allez utiliser. Est-ce qu'il va vous permettre demain d'actionner les différentes campagnes que vous voulez pousser et de savoir comment finalement cet outil-là va venir s'adosser au CRM et s'adosser au website. Donc ça, c'est les grandes questions qui vont être vraiment importantes de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue business et comment derrière on se met dans cette position d'être capable de l'exécuter avec le bon modèle de segmentation et la bonne modélisation du système. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi être dans une logique à un moment de documenter un minimum. Et autant les outils sont simples à utiliser, ça ne sert à rien de sacraliser finalement le setup et le déploiement. C'est plutôt on n'est pas en train de déployer SAP ou Oracle, hein, on est en train de déployer des outils qui sont plutôt simples. On va parler de landing page, on va parler d'email, on va parler de base de données. Donc, c'est globalement quelque chose d'assez basique. Mais à un moment, il faut bien le penser, bien le prioriser, bien l'adapter pour que ça vienne refléter le cycle de vente que vous avez avec vos clients, le modèle de segmentation qui est adapté par rapport à votre business, les scénarios types que vous voulez motoriser demain. Il faut qu'on puisse avoir une idée très claire de tous ces sujets-là sur le papier avant de commencer à bricoler des choses dans les outils. Et les setups sont généralement aussi plutôt simples. Hein, comme je vous le disais, c'est créer quelques gabarits, venir poser du tracking sur les sites, importer les contacts historiques, venir adosser ça au CRM. Donc, c'est globalement, les setups chez nous vont être plutôt de l'ordre de grandeur d'une quinzaine de jours, modulo après déploiement compliqué avec beaucoup d'API ou beaucoup d'intégrations qui sont custom. Mais quand on est dans des choses où on va être principalement sur du natif, en quelques semaines, c'est effectivement des outils qui peuvent être complètement déployés et complètement efficaces. Et puis finaliser tout ça, il y a un point qui est important en bout de chaîne, c'est effectivement la formation des équipes. Alors, former les équipes à ces outils-là, généralement, c'est le nerf de la guerre, c'est pas envoyer un email, créer un formulaire, ça c'est globalement quelque chose qui est documenté, qui est su, qui est vu en ligne. On va être quand même beaucoup plus sur des formations qui sont très immersives. On va plutôt travailler sur des formations voilà comment on fait une campagne webinar de A à Z, voilà comment on va faire une campagne ads de A à Z, voilà comment on va faire un scénario de nurturing de A à Z. On va essayer plutôt d'être très tactique et puis de rentrer dans une logique aussi de scalabilité. C'est-à-dire que quand on fait du marketing automation, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Alors, on va effectivement automatiser des actions, mais on va aussi créer un peu des campagnes types
qu'on va répliquer, dupliquer, personnaliser, améliorer. Donc, il y a toujours cette notion vraiment de scalabilité derrière pour vraiment pouvoir rentrer dans une logique d'amélioration continue et vous permettre d'aller vers la croissance. OK. C'était à peu près ce qu'on voulait partager avec vous. Il y a pas mal de questions. Je crois qu'on n'a pas répondu à tout. Je ne sais pas si tu veux qu'on en prenne quelques-unes. Et si vous en avez d'autres, on est ravis de les traiter. Donc, n'hésitez pas à les poser. Alors, moi, j'avais une question sur le tracking. L'automation sans cookie. Peut-on parler d'automation sans cookie de tracking? Alors, effectivement, Charlène, on peut effectivement faire ça parce qu'au fait, l'automatisation, nous, on a des clients qui, pour des raisons X ou Y, ne traquent pas leur site parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire pour des raisons variables. En fait, à partir du moment où on va avoir des segments, des informations sur le nom, le prénom, le secteur d'activité, le rôle de la personne, sa problématique, son statut dans une opportunité. Tout ça, en fait, sont des informations qui sont segmentantes. Et à partir du moment où on a de la segmentation, on peut automatiser des choses. Ça n'a aucun intérêt d'automatiser des choses si on fait la même chose avec tout le monde, parce que là, on n'a pas besoin d'une grande machine complexe type HubSpot. On peut utiliser quelque chose de beaucoup plus basique, comme un Zapier ou des solutions, bah voilà, on injecte une base de données et on fait 3 actions successives. Là, on va être sur quelque chose où chacun va vivre à son rythme et tout ça va être spécifique. Donc, on peut tout à fait faire de l'automatisation sans cookie de tracking. Par contre, effectivement, si on a cette partie tracking, ça va nous permettre de tenir en compte de certaines choses, type la revisite du site, le clic sur certaines pages. En fait, le fait de pouvoir réconcilier finalement une ligne de la base de données, donc une personne, avec finalement une action sur le site, va nous demander effectivement à un moment de pouvoir réconcilier le navigateur de la personne avec ce contact en base, et ça se fera par le biais du cookie. Donc si on perd ça, on a encore plein d'autres moyens de faire, avec le segment, l'information CRM, la data que la personne a remplie sur un formulaire, on va pouvoir l'engager dans des mails, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais on va effectivement passer à côté d'un certain nombre de choses. On a quelques questions sur le benchmark et le lien d'accès. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes intéressé, on vous le fera parvenir en follow-up. C'est un bon moyen pour nous de recouper pas mal de questions. Sinon, on en a quelques-unes qui portaient là-dessus. Effectivement, il est disponible sur notre site. Si vous allez dans le centre de ressources, etc., il est téléchargeable. Et puis, Julie le fera suivre à la suite de ce webinaire avec le replay, etc. Vous aurez aussi les ressources associées. On avait une question sur le prix d'HubSpot ou Pardot, par exemple, pour des PME à petit budget marketing. Y a-t-il d'autres outils pour les plus petits budgets? Alors, sur les petits budgets, généralement, HubSpot a une solution qui s'appelle Starter, qui permet d'envoyer des mails, de commencer à consolider de la donnée, de permettre de commencer à toucher finalement du bout des doigts ces outils-là. Donc, on a la solution HubSpot Starter. Après, il y a d'autres solutions françaises qui sont aussi possibles. Il y a une solution qui s'appelle Pledzi, il y a une solution qui s'appelle WebMechanic, qui sont des solutions un peu plus confidentielles en termes de taille de client et en termes de type de fonctionnalité qu'elles proposent, mais qui sont aussi des options potentiellement pour démarrer. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le HubSpot Starter parce que ça permet d'avoir un produit qui va grandir aussi avec vous. On va commencer avec des choses simples et généralement au début ça suffit, on fait des mails, on fait des scénarios simples, on fait un peu d'acquisition et on va venir commencer à suivre ce qui se passe sur le site. Et puis plus on va avoir des besoins qui augmentent et plus on va derrière augmenter le type de fonctionnalité, le type de licence qu'on va être amené à utiliser. On avait une autre question sur le marketing automation par rapport à votre maturité. Alors, ça, c'est toujours un grand sujet. Si vous avez plusieurs petits outils type Sendinblue, Livestorm, Hootsuite, etc. Et comment, si vous n'êtes pas mature et que vous avez pas mal d'outils, effectivement, ça va dépendre après parce que ça va dépendre comment vous voyez le projet. Le marketing automation, c'est quand même un investissement. Généralement, sans rien vous cacher, je pense c'est assez rare que ce soit des projets qui soient à moins de 1000 euros par mois. C'est quand même assez rare. On va être quand même plutôt sur des projets qui peuvent être vite sur quelques dizaines de milliers d'euros à l'année.
Donc, on va parler de 20 000, 30 000, 40 000, parfois 50 000 ou plus, entre les coûts d'outils ou les coûts de formation, etc. Donc, à un moment, il faut pouvoir être capable de mettre en place un certain nombre d'actions en face. Ça dépend aussi de votre marge par rapport à votre produit, de votre panier moyen, du volume effectivement que vous brassez en termes de contact. Il y a certains clients qui l'amortissent en un mois parce que bon, ils ont des marges élevées, ils ont beaucoup de volume. Et donc finalement, à partir du moment où on arrive à automatiser le bon segment avec la bonne offre, etc., ça va très vite. Il y en a qui à un moment se posent aussi la question de, on est déjà 3-4 marketeurs et on galère à faire plein de fichiers, d'import, d'export, etc. Et ben, finalement, au lieu de recruter peut-être un marketeur de plus pour nous soulager, ben, on va se doter d'un outil et finalement, on va pouvoir chacun être plus efficace, plus productif et ben, plus faire d'import, d'export, d'envoi, de relance, de rapport, parce que tout ça, c'est l'outil qui va le porter. Donc ça, c'est aussi une manière de le voir, généralement, en termes d'investissement. Mais après, c'est vrai que ça reste pas magique non plus. Si vous êtes tout seul et que vous avez plein d'actions de branding, et c'est vous qui faites le stand, et c'est vous qui faites la newsletter, et c'est vous qui faites ci, etc., et que demain, vous avez un outil, même un bon outil de marketing automation, c'est pas magique. Demain, c'est aussi sous réserve que vous soyez capable de mettre un certain nombre d'actions en face pour que ça fonctionne. Donc Et ça reste. une variable qui rentre aussi en ligne de mire, Christian, c'est peut-être la logique de rapatrier une tool stack existante, rassembler certaines fonctionnalités justement dans du market auto pour simplifier peut-être un coût de licence qu'en fait aujourd'hui vous dispatchez sur différents outils à différents niveaux avec à chaque fois 2, 3, 4 users. Demain, peut-être qu'il faudra prendre une plateforme plus globale pour rapatrier les fonctionnalités mères et quand même continuer à venir enrichir votre stack si par le besoin, par la suite, vous en ressentez en tout cas l'usage et la valeur ajoutée, quoi. Ouais. Et puis sachant que nous, on dit généralement, c'est pas des projets urgents. Alors, il n'y a jamais d'urgence à faire du marketing automation. On n'est généralement pas dans un sujet de stress aigu. C'est des sujets qui se préparent, c'est des sujets qui s'accompagnent. Et c'est aussi pour ça qu'on construit un certain nombre de ressources comme du benchmark, etc. Prenez le temps effectivement de le faire, de le réfléchir et de le faire correctement, vraiment en construisant vraiment un modèle de données qui est propre, en réfléchissant à qu'est-ce qu'on va faire finalement demain avec nos segments. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui partent sur un gros outil de marketing automation et au final, bon, ben, tout est en place, ils ont chargé tous leurs contacts, mais ils n'ont que des noms, des prénoms, des emails et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont raconter. Bah, finalement, pour faire tout ça, on aurait presque pu prendre un MailChimp, ça aurait fait le même job. Donc à un moment, l'outil, c'est pas magique, comme je dis, il va falloir être finalement pas mal. Différence entre un CRM plus outil de marketing automation et une CDP, c'est une bonne question. Ça dépend de l'usage que vous pouvez en faire. Il peut ne pas y avoir de différence du tout. Les sujets de CDP ont beaucoup changé. Hein. On parlait de DMP, etc. Donc, la manière dont nous on le voit, c'est que CDP, c'est plutôt généralement des usages B2B, marketing automation un peu plus sur du B2B. Donc, CDP plutôt B2C, marketing automation plutôt B2B. Et généralement, sur de la CDP, on va retrouver des fonctionnalités qui vont être très multicanal. Là où le marketing automation est quand même assez typé B2B, et généralement, ça encapsule de l'email. Enfin, ça va embarquer de l'email de base. Généralement, si vous voulez faire du courrier, du web to store, de la feed, de l'app, de l'in-app, tout ce qui va être retargeting, panier abandonné, etc. Généralement, là, on est plus dans le domaine des CDP, des solutions comme Synorize, etc., qu'on propose aussi chez nous. Et on en parlera assez rapidement aussi dans les prochaines semaines sur les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour avoir une vision un peu plus 360 encore, avec des touchpoints B2C qui sont un peu plus variés que ce qu'on peut rencontrer en B2B. Après, il y a forcément un overlap entre ces deux outils. Il y a des gens qui vont utiliser de la CDP pour en faire du market auto, et des gens qui vont faire du market auto, qui vont prendre du market auto, qui vont pimper, et ça va ressembler à une CDP. Donc, il y a un certain mélange des genres. Donc, c'est pour ça que la question, elle est assez légitime. Bon, je crois qu'il est midi 23. On va s'arrêter là. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On pourrait parler longtemps de ce sujet-là. Il y a certains qui nous ont écrit effectivement là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, à contacter Clément, à me contacter moi.
sur notre site. N'hésitez pas à nous téléphoner, n'hésitez pas à nous contacter. Puis on sera, je pense que Noémie va faire un petit follow-up sur le webinar, donc n'hésitez pas à lui parler si vous avez des projets. Comme ça, on pourra voir comment on peut vous aider. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous dis, je ne vais pas me tromper sur la date, mais je crois que le prochain webinaire, ça va être le 15 avril. On va parler c'est un webinaire qu'on va faire avec HubSpot. On va parler de CMS. Parce que HubSpot, c'est du marketing automation, c'est du CRM, c'est du service client, c'est du CMS, c'est de plus en plus de choses. Donc, on va parler du CMS et de comment ce produit-là, aujourd'hui, vient finalement s'insérer dans toute cette expérience client. Des sites qui ne sont pas statiques, des sites qui sont dynamiques, qui sont personnalisés par rapport à ce qu'on sait des contacts, puisqu'on sait ça dans la base de données, on sait si c'est des clients, on sait comment ils s'appellent, et pourquoi finalement notre site internet n'en tiendrait pas compte. Donc, on va être de plus en plus dans cette idée-là. Et puis, on en parlera d'ici une petite quinzaine de jours maintenant. Voilà, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont encore là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.